remercier tous d'être présents pour cette première rencontre, donc avec l'architecte Pierre Janin, dans le cadre de ce cycle qui est un peu un format exploratoire, en fait. Donc on l'a appelé architecture entre projet et recherche, les évolutions des pratiques depuis les territoires. C'est en fait une série de 4 rencontres qui intègrent le cadre de l'enseignement de projet qui s'appelle l'Atelier des horizons possibles, qui est en master 1 et 2, et qui se développe aussi sous un format de recherche-action. Donc avant le Covid, on invitait donc des architectes, des paysagistes, des historiens, des anthropologues, etc., à venir avec nous en immersion à la rencontre des territoires qu'ils ne connaissaient pas, mais dont en fait l'objet de leur recherche ou leur production était en lien avec la thématique du semestre. Et donc ces échanges se faisaient en itinérance dans le territoire. Alors en plus, les invités pouvaient donner une conférence à la fois aux habitants, aux élus, aux acteurs du territoire, en même temps qu'aux étudiants, le temps de cette immersion. Et comme avec le Covid, on a essayé de conserver ce principe et donc l'itinérance, elle se fait peut-être un peu plus à travers Internet. Et donc on remercie vraiment Pierre Janin voilà, de participer à ce format alors, que j'ai appelé Zoomesque, mais ce n'est pas mon terme à moi, c'est Luca Merlini qu'on connaît bien qui a imaginé ce terme. Et finalement, l'objectif, peut-être, c'est aussi de partager toutes nos hypothèses de travail qu'on a synthétisées ce semestre au nombre de 3. La première, c'est que face aux défis actuels des formes de pratique des agences d'architectes évoluent et que les différentes familles aussi de recherche par le projet, etc., se redéfinissent et qu'en fait, à la fois les agences et les recherches s'ouvrent largement sur les enjeux contemporains. Et donc peut-être qu'à la fois le projet et la recherche sont 2 trajectoires, 2 familles de pratiques, puisque chacun est praticien, qui peuvent nous permettre de répondre aux défis qu'on a à relever. Notre deuxième hypothèse, c'est justement d'interroger les évolutions à la fois des pratiques de recherche, des pratiques de maîtrise d'œuvre, pour mieux définir à la fois des postures, des outils, des méthodes, mais aussi des notions, comme on va le voir avec l'urbanisme agricole, des ambitions et finalement les démarches aussi. Et appréhender peut-être ce que chacun peut apporter l'un à l'autre dans la perspective de tous ces défis. Et donc finalement, la troisième hypothèse que nous posons, c'est que toutes ces évolutions sont peut-être un élargissement de nos rôles qui évidemment vont interroger nos compétences et nos pratiques et finalement nous permettre aussi peut-être de prendre des compétences des uns et des autres. Donc les conférences vont interroger quels sont les signes d'élargissement de ces pratiques, quel dialogue on peut avoir aussi, comment la recherche peut-elle servir la pratique du projet, comment le projet peut-il participer à produire aussi de la connaissance, comment définir différents modes opératoires et comment peut-être aller chercher dans les marges et dans les porosités. Finalement, ces questions qu'on se pose, elles interrogent nos démarches en tant que pédagogues dans les ENSA et quelles peuvent être les évolutions pédagogiques, comment on peut les mettre en perspective en fait dans nos écoles. Donc on a invité 4 praticiens, praticiens de maîtrise d'œuvre, praticiens de recherche, pour partager leurs expériences, pour nourrir aussi les débats et puis croiser leurs propres questionnements et leurs hypothèses, voilà, dans une vision, enfin dans une attitude d'échange et de partage. Pour terminer, ces rencontres, elles sont destinées à la fois aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, aux praticiens, mais aussi aux décideurs que nous croisons et que nous interpellons dans nos enseignements, et notamment avec le CAUE 83, qui est un de nos partenaires clés dans cette démarche de recherche-action. Et on remercie évidemment son directeur, M. Wilfried Jaubert, pour son soutien, et puis évidemment les parcs aussi, les parcs naturels régionaux avec lesquels on travaille.
Alors, Pierre Janin, depuis le Jura, a accepté de partager sa vision de la pratique professionnelle, mais aussi ses engagements et puis ses projets. Et où à chaque fois le dialogue avec les maîtres d'ouvrage est permanent et où il a aussi cette capacité à sans cesse reposer les questions avant de savoir comment le projet va y répondre. Et donc, c'est pour ça qu'avec toute l'équipe pédagogique, donc Ivan Plusquois, Mathias Cambrelin, Jordan Skroupak, donc Ivan Plusquois et Mathias Cambrelin sont architectes, Ivan Plusquois et Jordan Skroupak, pardon, est paysagiste, et puis il y a aussi Olivier Gaujard, donc que je remercie, qui est un grand spécialiste aussi de la construction bois et qui est, on va voir, un lien avec Pierre Janin, en tout cas une origine commune du côté de l'Auvergne. Donc Pierre Janin est architecte des PLG, il est diplômé de l'ENSA de Saint-Étienne, il a également un master en philosophie et il est aussi architecte conseil d'État depuis 2016 pour le département de la Nièvre. Avec son frère Rémi Janin, paysagiste, il a créé l'agence en 2007, l'agence Fabrique, architecture et paysage, une à Lyon et l'autre à Vernon. Il nous expliquera pourquoi, commune de la ferme familiale qui fut l'objet de leur diplôme commun. L'agence a reçu de nombreux prix, les AJAB 2009-2017, le palmarès des jeunes urbanistes. Le travail était exposé à la Biennale de Venise notamment, a obtenu la mention spéciale du Grand Prix de paysage en 2016, les offres du développement durable en 2017 et 2019. Et ça ne s'arrête pas là, puisque cette année, c'est le prix des 40 en dessous de 40, voilà, pour 2021. Donc, ces prix sont la reconnaissance de production qui s'articule notamment sur la notion d'urbanisme agricole que l'on peut retrouver dans la publication qui est devenue aussi un des livres de référence de notre atelier sur l'urbanisme agricole, donc qui porte le même nom. Cette notion d'urbanisme agricole, elle a permis de faire évoluer, pour notre atelier en tout cas, notre perception des territoires agricoles, à la fois dans leur trajectoire, mais aussi dans la compréhension de leurs acteurs. On a commencé par le travail sur les sols vivants, qui doivent aussi, enfin on pense vraiment que c'est une notion que doivent aussi s'approprier les architectes, et qui est vraiment importante, et l'attention pour les architectures agricoles. Donc, penser simplement les architectures agricoles sans penser le sol vivant, ça n'a pas de sens. Et au-delà, cette notion, elle nous invite à penser des hybridations programmatiques, des synergies paysagères, mais aussi à un imaginaire créatif. Et cet imaginaire créatif, il est irrigué par des choix constructifs qui vont valoriser les ressources locales, mais aussi des projets de société rurale. Et ces sociétés rurales, elles sont en lien avec les temporalités des saisons, mais aussi les dynamiques nourricières. Donc, avant de l'écouter, je vous invite, pour ceux qui souhaitent à poser des questions, de les envoyer par écrit dans le chat, et puis nous, on en fera une synthèse. On va les collecter et on les fera une synthèse pour pouvoir vous les présenter à Pierre Janin, donc à la fin de cette rencontre. Voilà, je remercie beaucoup Pierre Janin, je vous remercie tous de votre présence et je lui laisse la parole. Bien. Bonjour, merci déjà pour cette introduction. En plus, c'est vrai qu'on n'aime jamais trop dire les prix. Enfin voilà, c'est toujours c'est un peu flatteur, mais toujours, c'est jamais quelque chose ça fait plaisir, mais c'est toujours compliqué. Enfin, pas compliqué, mais oui, c'est pas, voilà, ça fait partie de la pratique et c'est un plaisir de recevoir des prix, mais c'est vrai que nous, ces questions des prix reconnaissance, c'est vrai qu'on trouve que c'est important et avec d'autres en fait, plutôt pour témoigner de l'importance de l'engagement en fait dans lequel on est, plutôt que voilà, d'être au relais de quelque chose d'autre. Donc c'est vrai que c'est plaisant, mais c'est toujours un peu étrange. Voilà. Donc juste, je voulais être sûr aussi que tout le monde m'entende bien. Donc est-ce que la connexion est bonne? Parce qu'effectivement, donc je suis dans le Jura. Là, on mène une étude et on fait 2 jours d'immersion.
Et du coup, bon, voilà, la connexion, j'espère, sera bonne et qu'il n'y aura pas trop d'aléas. Donc effectivement, donc l'agence a été présentée. Donc Fabrique, on est 10 personnes. Aujourd'hui, principalement à Lyon, mais aussi toujours en milieu rural. Donc sur le site de Vernon, et aussi une autre ferme qu'on est en train de développer plus dans la région, à l'orée vraiment de la région lyonnaise. Et où pour nous l'enjeu a toujours été en fait de montrer les imbrications potentielles en fait entre espace et pratiques rurales et agricoles et pratiques urbaines. Et ceci aussi bien, on va dire, en milieu périurbain, en milieu urbain, et aussi, depuis les dernières années, en pointant et en insistant bien aussi sur le fait que, y compris dans les territoires ruraux, ces hybridations, ces mélanges de pratiques se jouent de manière décisive et sont marquants de manière relativement forte. Du coup, c'est pas toujours évident à mettre, à pointer, à mettre en avant, mais dans les différentes études qu'on mène, c'est vrai que c'est des thématiques quand même qui naissent et qui commencent à être reconnues et qu'on présente aussi tout simplement souvent en disant et en rappelant que nous, en tant que fils d'agriculteurs, on a grandi bon, dans les années 80, et ben encore par exemple, nous on habitait, c'était un hameau où il y avait un certain nombre d'agriculteurs, il y avait 5-6 agriculteurs dans le hameau. Aujourd'hui, 20 ans à peu près, oui, après, non, pas plus, 30 ans après, bah, finalement, il y a beaucoup de personnes qui travaillent en ville, à Lyon, qui est pourtant 1 heure, ou à Roanne, et finalement, bah, toute cette population agricole aussi a disparu et potentiellement pourrait tendre à s'isoler. Donc, ça, ces questions d'hybridation de pratiques qui nous semblent essentielles, importantes, et donc encore une fois, qu'on essaye de comprendre et de percevoir dans l'espace urbain, mais aussi dans l'espace rural. L'autre particularité donc de l'agence, c'est qu'on est à la fois architecte et paysagiste, et que dès le début, on a souhaité en fait ce mélange d'approches et d'échelles qui fait qu'on vient de nourrir à la fois les études, mais aussi les projets qu'on porte, euh, non pas seulement ou forcément avec un angle affirmatif en fait de projet, mais plutôt par des approches et un croisement de regards en fait, de dialogue et de discussion. Ça a été dit, Florence l'a dit tout à l'heure, avec nos maîtres d'ouvrage, mais aussi nous en interne, dans nos équipes à la fois de maîtrise d'œuvre, mais à l'agence, c'est-à-dire en admettant qu'il y ait la croisée de disciplines qui se mêlent et qui se confrontent pour faire naître un projet, et qu'il ne soit pas le résultat ou l'œuvre finalement unique d'un ou de plusieurs architectes, mais bien dans un échange, une ouverture et une confrontation des regards qui soient multiples. Donc il y a cette base-là qui fonde véritablement le travail de notre agence. Et aussi le fait, donc aujourd'hui, après un peu plus de 10 ans d'existence, bon, une agence, ça se construit au fil du temps. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a 3, on pourrait dire, domaines d'intervention. Donc, ce qui relève plus d'études paysagères et agricoles, donc d'échelle relativement large. Ça va de territoires, enfin de territoires assez larges comme le Beaujolais, par exemple, à des espaces plus restreints qui vont de centre-bourg et leurs périphéries. Un deuxième volet qui regarde plus la construction de bâtiments agricoles. Donc, c'est aussi vraiment ce qu'on mène depuis le début, principalement pour des collectivités publiques. Donc, encore une fois, depuis le début, c'est un certain nombre de projets que je vais présenter. Et depuis 2-3 ans, finalement, on commence aussi à travailler pour des agriculteurs privés qui généralement sont aussi engagés dans des démarches particulières, donc soit en agriculture biologique, en biodynamie, qui font aussi de la vente à la ferme. Mais voilà, ou en tout cas, il y a de fil en aiguille, il y a eu cette attention et cette demande faite par des agriculteurs privés qu'on n'avait pas au départ. Et le dernier volet, on pourrait dire, c'est un volet plus classique dans l'absolu, mais qu'on essaye d'interroger aussi en profondeur à chaque fois, c'est la construction de bâtiments publics, principalement en milieu rural, souvent dans des parcs naturels régionaux et ou nationaux, et où toujours on essaye d'interroger la question de la filière, de la manière dont on construit, des ressources dont on dispose et qu'on emploie,
donc en développant à la fois des stratégies de réemploi et aussi de construction bois, mais en explorant, en travaillant vraiment du début jusqu'à, enfin de l'arbre au final, jusqu'à, avec le développement aussi des savoir-faire locaux et jusqu'à la construction bâtie finale. Voilà, donc un petit peu ces trois domaines, on pourrait dire, qui se mêlent et qui s'additionnent quelque part l'un et l'autre. C'est-à-dire que pour nous, penser le paysage, c'est aussi, et interroger la dimension agricole et celle des ressources, c'est aussi interroger, aller jusqu'au détail architectural, mais en interrogeant aussi la façon dont on construit et dont on structure et où on élabore aussi le projet. Et, et donc c'est pour ça, j'ai envie de dire que dans ces trois domaines d'action, on a toujours ces allers-retours permanents qu'on essaye de nourrir donc de manière permanente, donc au sein de notre travail et de notre démarche. Et enfin, donc, ça fait partie, je crois, des questions qui ont été énumérées. Depuis quelques années, donc 6 ans, je travaille en parallèle aussi en tant qu'architecte conseil de l'État et aussi depuis cette année en tant qu'architecte conseil du CAUE de Haute-Savoie, du coup, qui permet aussi d'élargir la pratique, enfin le métier d'architecte et la pratique en agence, en se confrontant finalement de manière peut-être plus ouverte ou en tout cas dans d'autres contextes et peut-être de façon plus libre ou souple en tout cas avec les maîtres d'ouvrage et en essayant vraiment de poursuivre et de comprendre finalement quels peuvent être et quels sont les mécanismes d'amélioration du projet. Donc, en tant qu'architecte conseil de l'État, principalement pour des collectivités publiques, ce qui est extrêmement intéressant pour comprendre, encore une fois, quelles sont les préoccupations, les ressorts et les développements potentiels en fait et les pensées finalement des collectivités publiques et territoriales et aussi de l'État au final. Et pour le CAUE, plus le point de vue, et c'est ça qui m'intéressait aussi de me frotter à ça, aussi des promoteurs et des porteurs de projets privés. Voilà. Donc un petit peu pour brosser le tableau donc de l'agence. Et ce soir, donc, ce que je souhaitais présenter, donc, c'est à peu près 6 à 7 projets et études. J'essaierai de ne pas être trop long parce que je pense que ce qui est bien, c'est qu'on arrive à échanger à la fin. Donc, je vais être synthétique, je vais essayer d'être synthétique dans les présentations et d'essayer de ressortir une ou deux idées fortes et de pas expliquer l'ensemble du projet ou des études pour justement qu'il y ait peut-être plus de débat et d'ouverture aussi à la fin de la présentation. Et donc l'idée, voilà, c'est de présenter donc à la fois des études en milieu rural, des projets agricoles et à la fin, on verra si on a le temps, un projet de bâtiment et d'espace public qu'on a mené en milieu rural aussi. Donc je vais commencer le partage d'écran qui est ici. Voilà, et présentation. Voilà. Donc est-ce que c'est bon? Vous l'avez en mode plein écran? Donc, je le disais, ce que je vais présenter, donc, c'est 3 études et 3 à 4 projets. On verra en fonction du temps. Donc une revitalisation pardon, d'un bourg rural à Chalmazel, dans la Loire, une revitalisation d'un centre-bourg à Lezoux, dans le Puy-de-Dôme, une étude agricole et paysagère qu'on a menée sur la plaine de Versailles. Le projet de zone agricole, c'est la photo qu'on a à droite, qui est le premier projet en fait qu'on a eu en tant qu'architecte et paysagiste, donc en Savoie, Bonneval-sur-Arc, donc à 1800 mètres d'altitude dans le parc de la Vanoise. Des bâtiments agricoles qu'on a construits pour l'INRA à l'accueil, donc dans le Puy-de-Dôme. Un centre équestre dans le Rhône, à Cublise, qui est porté et qui a été réalisé pour une collectivité publique. Et donc enfin, la Maison du Lac au lac d'Aiguebelette, à Nantes, qui est un peu un équipement à tout faire qui regroupe le siège de la communauté de communes, un espace touristique, un lieu d'exposition, voilà. Et ce que j'ai essayé de faire pour cette présentation, j'ai regardé vos publications et les travaux que vous menez. Et donc, j'ai essayé à chaque fois de cibler un petit peu avec des problématiques qui me semblent avoir perçues ou imaginées ou ressenties, en tout cas dans les documents que j'ai pu lire. Donc, à la fois par le contexte et les enjeux qui étaient posés.
qui donc sont ceux, je trouve, de la question des filières et des ressources, la question de l'agriculture et de sa présence aussi en milieu rural et périurbain. Alors après, il y a différentes exceptions pour le périurbain, mais en tout cas, c'est un peu ce que j'ai cru percevoir donc, dans différents documents. Et aussi la question des constructions et des équipements agricoles. Et donc de percevoir potentiellement comment ces lieux-là peuvent aussi être potentiellement hybrides. Du coup. Donc voilà un petit peu les questions que je me propose d'aborder. Juste, Florence, on a jusqu'à quelle heure à peu près pour Une petite heure. Ouais, ok, ça marche. Très bien. Alors, oui, c'est bon. Donc, la première étude, donc, c'est une étude qui a été menée en partenariat avec l'atelier de Montretier, qui fait partie du collectif Virage, donc, qui a été, auquel participe aussi Simon Tessou. Et l'atelier de Montretier, donc c'est avec Loïc Parmentier, sachant donc qu'on est intégré à une équipe pluridisciplinaire. Ça aussi, c'est un point qui est important dans la pratique actuelle et pour toutes ces études. Forcément, il y a des questions de pluridisciplinarité, de montage d'équipe, de savoir-faire aussi dans la composition et le partage des compétences qui se posent, et qui est un point qui est important aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, on participe, on travaille avec un certain nombre d'agences, finalement, non pas en se considérant comme concurrentes et en se côtoyant, en se regardant plutôt en chien de faïence, mais en essayant de manière localisée, quand on sent qu'il y a des sujets qui nous intéressent, de porter ensemble, finalement, des thématiques de projet où on sent qu'il y a des accointances et des regards partagés qui pourraient devenir complémentaires, et donc aussi au service des maîtres d'ouvrage. Et donc là, par exemple, sur cette étude, on est associé avec un collectif, le collectif Pourquoi pas, qui fait plus des interventions in situ et qui ancre de manière plus pragmatique aussi la dimension et les questions de concertation. Il y a aussi une architecte du patrimoine, un vidéaste du coup qui nous accompagne aussi sur ce travail, et donc paysagiste, urbaniste et architecte, aussi un spécialiste commercial. Donc voilà, c'est pour situer un petit peu le contexte. Et donc bien faire comprendre que aujourd'hui, c'est pareil, une agence généralement travaille de moins en moins seule, et c'est assez heureux finalement, et accompagné aussi d'une myriade à la fois de partenaires qui peuvent donc avoir des professions similaires et travailler dans des cadres aussi approchants, et aussi des bureaux d'ingénierie, des partenaires multiples qui font aussi donc la richesse des échanges et des équipes. Donc Chalmazel, nous on est intervenu donc en tant que paysagiste, et un des premiers éléments qu'on a apporté finalement, c'était de dire la question posée, c'était celle de la revitalisation du centre-bourg. Et nous, ce qu'on a tenu à dire, c'est simplement de dire attention, oui, aujourd'hui, votre problème, c'est le fait de pressentir qu'il y a une perte de dynamique des commerces dans le centre-bourg, qu'il y a beaucoup de vacances aussi en termes du point de vue de l'habitat. Mais ce qu'on pouvait aussi pointer, c'est qu'effectivement, donc, il y a des problématiques qui peuvent et qui doivent être résolues pour le centre-bourg, mais aussi qu'avant tout, il y a des enjeux à poser à une échelle beaucoup plus large, et en ayant conscience et en prenant le temps aussi de réfléchir à l'inscription finalement de ce centre-bourg dans son territoire communal tout entier, et en essayant de comprendre finalement comment il s'articule à ces paysages, et aussi, tout d'abord, dans le cadre du diagnostic, quels sont les paysages qui l'animent et qui le composent. Et aussi en essayant de saisir finalement quelles évolutions des paysages et quelles évolutions des relations entre le centre-bourg et ces milieux il y a pu y avoir en fait au fil du temps, et donc quelles projections pouvaient être effectuées. Donc là, par exemple, je pense que vous voyez la souris, c'est-à-dire que Chalmazel, le centre-bourg, est ici, et cette axonométrie, elle représente l'ensemble du territoire communal, où ce qu'on essayait de montrer, c'est que c'est un village de montagne qui est situé donc dans les monts du Forez, et où finalement on s'articule entre 1400 mètres d'altitude et 800, donc avec le fond du Lignon, et qu'entre ces variations-là d'altitude importantes, finalement on a différents milieux qui se déclinent et
qui permettent aussi de comprendre finalement comment ce village vit dans son paysage. Et tout simplement, donc on a juste décliné et mis en évidence que sur les sommets, on a de grands territoires d'estive qui sont des lieux collectifs gérés de manière commune et collective par les agriculteurs. Les espaces, l'étage des forêts, finalement, qui donc correspond à l'étage de production sylvicole, qui est géré aussi, on a des scieries sur le village, mais la majorité des bois sont exportés en dehors du territoire. L'étage agricole, avec aussi une production agricole laitière de qualité, reconnue par une AOP, mais pas non plus fortement revendiquée. C'est-à-dire qu'il y a une agriculture de qualité, mais qui n'était pas toujours, que la commune ne porte pas comme un étendard au final. Et les territoires du Lignon, donc ici, qui sont au fond, avec le fond de vallée, le sillon qui se dessine, qui lui, au fil du temps, tend à connaître un développement de ripisylve assez fort et un embroussaillement progressif. Voilà. Et donc ici, on a une vue en plan sur laquelle ce qu'on montre, donc on se resserre sur le centre-bourg, et tous les espaces marrons, finalement, sont ceux des franges du centre-bourg qui ne sont plus qui ne sont plus exploités finalement par l'agriculture et qui tendent petit à petit à s'enfricher et à dissoudre et à séparer en fait les liens potentiels entre le centre-bourg et son paysage agricole. Et finalement, à enfoncer de manière toujours plus forte le centre-bourg dans un paysage finalement de forêt, de broussailles, et où les connexions aussi des chemins, donc je montrais tout à l'heure les différents étages et différents niveaux du territoire, c'était aussi un territoire traversé, c'est-à-dire que c'est un bourg où il y avait un château, avec donc une route relativement importante entre les monts du Forêt, le Puy-de-Dôme et la plaine du Forêt, Montbrison et Saint-Étienne, et plus loin Lyon, mais où du coup, il y avait tout un réseau de chemins qui existait, qui tend aussi à disparaître, et donc encore une fois, une séparation effective entre le centre-bourg et ces paysages proches. Et ici, donc là, c'est une première axonométrie qui permettait de rendre compte aussi de l'étape paysagère, on pourrait dire, de l'état du paysage dans les années 1960, c'est-à-dire avec une présence agricole forte aux abords du village, et aussi tout un ensemble, une myriade sur les coteaux de territoires vivriers et productifs, destinés à une production nourricière de proximité, avec des vergers, des potagers, si par exemple. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Ici, l'étape actuelle, donc c'est ce que je montrais tout à l'heure sur le plan. On a donc la ripisylve qui se développe en fond de vallée, les coteaux qui ont été abandonnés, du coup, et qui finalement créent une sorte de cassure entre, donc comme je le disais, entre voilà le paysage agricole qui lui est géré et les espaces de centre-bourg, et où surtout ce qu'on perçoit bien, c'est que tous ces chemins et ces cheminements qui étaient présents auparavant ont tendance à s'effacer et à disparaître. Et là, c'est une projection qu'on a présentée à la commune en disant finalement, dans 15-20 ans, si on n'agit pas en fait sur les franges du village, le risque potentiel, qui peut aussi être acceptable dans une certaine mesure, mais en tout cas, c'est celui d'une fermeture du paysage et d'une présence de la forêt qui viendrait casser quelque part complètement les vues, les relations à l'ensoleillement aussi, et potentiellement aussi perturber, ou en tout cas casser un petit peu la relation, le potentiel d'habitabilité du centre-bourg. Et encore une fois, toujours en percevant qu'il y a une cassure, de par un milieu potentiel de proximité qui n'est plus habité, ou surtout, ça c'est une notion qui est importante, qui n'est plus soignée en fait. C'est un point qui nous semble essentiel, de se dire que c'est ce qu'on perçoit en fait avec tous ces espaces vivriers dont leur destination a disparu, c'est un manque d'attention et de soins, et de praticité aussi, et d'échange, et de connaissance aussi de ces lieux, qui fait que cet espace de la forêt
donc quelque part, vient justement casser ces relations fonctionnelles et ces correspondances, donc encore une fois, entre l'espace habité et l'espace agricole. Donc ce qu'on a essayé de démontrer, c'est tout simplement, c'est de montrer ces projections et de dire à la commune qu'une des possibilités, c'était d'établir une forme de plan guide et de s'appuyer finalement sur ces espaces intermédiaires, donc anciennement vivriers, pouvaient aujourd'hui évoluer, pour les transformer en des lieux qui renforcent et permettent de stimuler en fait l'habitabilité du centre-bourg, de le rendre complètement désirable et surtout, dans le sens où l'enjeu est vraiment celui de le repositionner ce centre urbain, hein, dans l'absolu, dans son territoire de campagne. Et donc avec une proximité qui se réétablirait, avec des jardins potagers donc, qui se réinscrivent dans l'espace vivrier qui était présent il y a encore quelques années, il y a encore 30-40 ans, et surtout qui soit porté avec un mode de gestion qui corresponde à l'histoire du village et à sa gestion. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question du milieu et le fait d'avoir décortiqué et mis en avant le fait que sur le territoire, il y a des estives qui sont existantes, ces estives étant gérées de manière collective par les agriculteurs. Et donc juste là, le fait de dire, euh, finalement, ces espaces périphériques au centre-bourg aujourd'hui pourraient aussi être gérés par des agriculteurs aussi. Donc, on a fait tout un relevé des exploitations qui sont présentes et qui pourraient aujourd'hui réinvestir ces lieux et ces territoires qui potentiellement sont un peu plus difficiles à entretenir, à gérer parce qu'ils sont pentus. Mais aujourd'hui, il y a des enjeux quand même liés aux sécheresses successives, d'essais de reconquête par les agriculteurs de nouveaux territoires, dont ces franges de bourg pourraient faire partie. Mais au-delà, ce qu'on a essayé de mettre en place et où les agriculteurs rencontrés étaient plutôt favorables à cette idée, c'était de se dire qu'aussi ces espaces donc intermédiaires, périphériques au centre-bourg, pouvaient aussi être des espaces de transition à plusieurs de manière, dans plusieurs sens, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aussi, comme les estives finalement, devenir des lieux de gestion collective qui pourraient être envisagés par une sorte de troupeau communal qui soit géré, guidé et soigné, du coup, pensé, on dit aussi, par les agriculteurs du bourg, de la commune, qui, d'ici 5 à 6 ans, finalement, vont pour la plupart être à la retraite. Et où les questions qu'on leur a posées, c'est leur dire, finalement, vous, votre devenir, qu'est-ce que c'est, votre projection. La majorité d'entre eux disaient, nous, on veut rester habiter dans notre ferme, mais en sachant que la problématique, c'est celle de la transmission de nos exploitations agricoles, que nos maisons ne sont pas faites ne sont pas habitables pour des personnes âgées au final. Et donc, c'est vrai que si, se posera des questions importantes d'ici 15-20 ans pour eux, avec la seule issue qui semble envisageable aujourd'hui, c'est celle d'aller en EHPAD dans la ville la plus proche. Et du coup, cette idée d'estive collective, communale, elle permettait, ça leur instillait l'idée, et qui fait qu'à la fin de l'étude, ils étaient assez volontaires pour se dire, finalement, pourquoi ne pas faire le choix d'habiter en centre-bourg. Du coup, si cette estive est présente, ça veut dire qu'en tant qu'ancien agriculteur, on garde cette activité potentielle agricole, parce qu'il faut aussi comprendre que être agriculteur, c'est un métier qui est prenant, et le fait qui donne un rythme aussi, un rythme de vie avec les animaux qui est assez fort, et le fait de casser ça d'un seul coup, c'est quelque chose qui n'est pas forcément entendable, ça l'est. Chacun peut aussi évoluer, mais disons que c'est des choses qui sont toujours un peu dures à mettre en place et à accepter. Et par ce biais-là, on a trouvé, en tout cas, on a instillé l'idée qu'un rural pouvait revendiquer en fait un potentiel agricole et surtout s'ouvrir à des nouvelles voies en fait d'action agricole aussi, ou d'activité agricole transitoire ou intermédiaire plutôt, qui permettent une revalorisation, une place sociale aussi de ces agriculteurs,
Et pas seulement, hein, c'est-à-dire que c'est pas que les agriculteurs qui pourraient aussi gérer un troupeau, par exemple, mais du coup, où l'enjeu, c'est aussi que les animaux viennent ici pour instiller du lien social. Et donc, juste sur les voilà, quelques images qui sont présentées ici, avec cette idée, en tout cas, voilà, de présenter et de se dire que donc l'étude développait beaucoup d'autres thématiques, mais nous, il y a celle-ci qui nous semblait forte, c'est-à-dire partir d'une thématique territoriale, celle de l'estive, et la transposer finalement pour essayer de réinvestir et de requalifier, de reconnecter aussi les milieux, voilà, je l'ai bien dit, hein, mais entre le centre-bourg, les paysages agricoles qui sont proches, et donc ces milieux intermédiaires qui sont un peu délaissés, dont on ne sait pas trop quoi faire aujourd'hui, et du coup de se dire que ces espaces-là de projet peuvent être le support d'une dynamique agricole nouvelle qui permettent aussi une réelle revalorisation quelque part du territoire et du centre-bourg. Et pour répondre aussi à la question première hein, qui était posée, qui essaye de la revitalisation du centre-bourg, l'image qu'on a un peu présentée aussi à la commune, c'est la comparaison finalement entre un kiné et un ostéopathe. C'est-à-dire que l'approche par le paysage ici, ce qu'elle a permis, donc dans le cadre de Chalmazel, c'est de ne pas aller travailler directement en fait là où ça fait mal, mais de travailler plutôt sur des équilibres paysagers et territoriaux pour arriver à insuffler finalement, à regarder le centre-bourg de manière différente, à l'inscrire mieux dans son territoire, et en comprenant finalement que les ressorts de son, je disais tout à l'heure, de son aspect désirable finalement, passaient aussi par une requalification et un rééquilibrage territorial qu'il réinscrit dans son site quelque part et à l'échelle du paysage. Donc voilà pour le premier projet. Deuxième étude, je vais essayer d'être rapide ici. La question qui était posée et qu'on a essayé d'appréhender, c'est vraiment celle des sols et de la qualité des sols, avec donc là c'est l'axonométrie générale. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Et où donc le travail qu'on a mené, c'était un ensemble de perception et de reconnaissance et de qualification des sols et de leur nature. Et donc, ce qu'on voit sur ces deux cartes, c'est à la fois donc l'occupation, enfin la nature des sols présente et l'occupation urbaine liée. On est sur la commune de Lezoux, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un léger promontoire. En fait, ce qu'on a juste mis en avant par l'étude et ce que la maîtrise d'ouvrage même, enfin donc la ville de Lezoux ne savait même pas, c'est que finalement ils sont situés. La ville est construite sur une dune de sable à la confluence entre la Dore et l'Allier, et avec un milieu aussi naturel, donc sablonneux, caractéristique. Et donc, ça correspond à cette grande tache verte qui est ici. Et quand on est arrivé sur l'étude, on s'est dit, bon, bah voilà, la ville est construite sur un promontoire, c'est un noyau moyenâgeux, un centre un petit peu défensif, construit sur du rocher. En fait, pas du tout. C'était quelque chose complètement, une implantation complètement autre. Et donc, il s'agissait d'une dune installée entre un territoire argileux et un territoire plutôt limoneux, donc qui est le début de la plaine de la Limagne, territoire agricole extrêmement riche, et où donc les parties jaunes sont des parties aujourd'hui plutôt occupées par une monoculture céréalière, et à droite, la partie argileuse, ou avec une rétention d'eau plus importante, par de l'élevage et un paysage de bocage un peu plus fort. Et donc au milieu, cette dune de sable sur laquelle s'est construite la ville. Et l'autre point aussi qui était intéressant et important, c'était de se rendre compte que aujourd'hui, donc on est à droite, hein, c'est-à-dire que là c'est le centre-bourg, et ici tous les développements pavillonnaires qu'il y a pu avoir. Et finalement, ce qu'on a révélé, c'est que et ce qu'on a compris, hein, donc ça la commune le savait un petit peu plus, mais on n'avait pas non plus pleine conscience, c'est que le territoire communal urbain, finalement, on aurait pu se dire, bon, de la même manière, en arrivant, bah, il y a le noyau médiéval qui, petit à petit, a explosé. L'expansion de la ville s'est faite deuxième moitié du XXe siècle pour envahir quelque part un territoire qui auparavant n'avait jamais été urbanisé. C'est pas complètement faux, mais c'est pas tout à fait juste, dans le sens où euh, à l'époque romaine, en fait, toute la partie verte, donc sur la gauche, donc sur l'emprise sablonneuse, sous laquelle il y a aussi des présences d'argile, était en fait un des foyers
de l'Empire romain de production de poterie. Et c'est-à-dire tout cet espace-là était une énorme centre de production, alors industriel, le mot est fort, mais en tout cas, vraiment à l'échelle de l'Empire, c'était un centre de production de poterie extrêmement fort et important, et où donc tout ce territoire, quelque part, était habité. Et du coup, l'enjeu qu'on est arrivé à porter au final, dans le cadre de cette étude, ça a donc non pas été de dire, bon, attention, on va limiter la consommation d'espace du sol, limiter les zones pavillonnaires ou autres. Alors, c'est le souhait qu'on avait, mais disons que la perception a évolué dans le fait de se dire, ben, en fait, on est quand même face à un sol qui a déjà été habité, quelque part, et les questions qui se posent aujourd'hui, c'est plutôt de la requalification des zones pavillonnaires qu'on a aujourd'hui et de la réinscription, quelque part, dans un cadre plus large où on reconsidère les sols en présence et où on recrée une attention et comment dire, un lien avec ce sol-là, mais en définissant aussi des limites intangibles qui sont celles, quelque part, de l'espace construit aujourd'hui, mais aussi de l'espace qui a déjà été habité donc à l'époque romaine. Et avec l'intention aussi qu'on a eue, qui n'était pas, non pas d'arriver à une nouvelle forme de densification sur l'ensemble de ces limites, mais de se dire, dans les autres motifs intéressants et pertinents qu'on a pu percevoir dans les développements urbains du centre-bourg, c'est à la fois donc le noyau médiéval qui est ici en noir, et toutes ces extensions de faubourgs du 19e siècle qui partaient en mode tentaculaire le long des voies de communication et où finalement on avait des interfaces entre des voies et des façades des rues plus urbaines, quelque part, et des arrières cours, enfin, ou des jardins, qui, eux, étaient des espaces beaucoup plus productifs. Et du coup, l'enjeu, ça a été de se dire, ben, entre ce qu'on avait au 19e siècle et cet espace aujourd'hui de la ville qui est délimité et qui est admis comme tel, qu'est-ce qu'on peut en faire au final? Alors, attendez. Voilà. Donc finalement, c'était de se dire, ben, d'articuler en fait cette nouvelle attention au sol qu'on pouvait porter et de reconfigurer, de retisser à une échelle plus large, en fait, de manière presque homothétique, euh, les connexions et cette manière tentaculaire qu'avait eu la ville de se développer en amplifiant de manière beaucoup plus forte et intense, à la fois comment dire, en maintenant en arrêtant aussi, parce qu'il y avait des zones dans ces espaces-là qui étaient prévues comme étant urbanisées, donc en stoppant quand même l'urbanisation, la densifiant malgré tout sur les espaces déjà densifiés, déjà construits, pardon, mais en se disant finalement que ce motif de faubourg avec une articulation entre un espace plus urbain et un espace naturel et ou agricole en arrière-plan, finalement était un motif à retrouver et à reconsidérer à l'échelle communale pleine et entière pour créer aussi des connexions et des communications plus fortes entre le centre-bourg et les espaces agricoles proches et périphériques. Donc c'est ce qu'on voit ici avec donc tout un travail de recensement des espaces agricoles et des continuités qu'on pouvait régénérer et repenser jusqu'au centre-ville, et en corrélation aussi l'ensemble des chemins et du maillage qui existent en partie, mais surtout qu'on pouvait recomposer de manière à venir retisser quelque part et à redéployer, donc encore une fois en utilisant un motif du 19e, les mobilités douces et les connexions entre espaces urbains et espaces agricoles par l'intermédiaire de ces espaces agricoles et naturels. Du coup. C'est pénible. Voilà, donc voilà pour cette étude, et où donc l'enjeu, hein, je le répète, hein, c'était vraiment la question de la pensée et de l'articulation du sol, et de reconnaître que oui, il y a eu une expansion urbaine, mais au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, mais elle s'est faite sur un territoire donné qui a malgré tout une logique du coup d'implantation, et aujourd'hui finalement l'enjeu c'est plutôt celui de reconfigurer, de réarticuler les pièces de la commune et de retrouver, de recomposer quelque part des motifs qui l'ont constitué. Ici, donc,
une étude menée donc, sur la plaine de Versailles. Donc la demande, c'était celle de produire un document qui soit à l'adresse je regarde l'heure quand même, qui soit à l'adresse en fait des services instructeurs d'urbanisme, élus aussi. Ah zut. C'est bon? Ouais. Ok. Donc l'enjeu, c'était vraiment d'arriver à faire un guide destiné donc à comprendre comment intégrer sur le territoire de la plaine de Versailles les bâtiments agricoles, avec les questions qui étaient posées par les élus, qui étaient celles de l'inscription ou de l'insertion des bâtiments de maraîchage, par exemple, et aussi sur le territoire, qui présentent les avantages d'être de développer des circuits courts de proximité, mais qui, pour certains élus, encore une fois pas tous, posent des problèmes entre, quelque part, les qualités paysagères perçues d'une grande plaine paysagère, qui est un espace ouvert, et de la présence donc émergente de nouvelles exploitations agricoles qui peuvent paraître disqualifiantes pour le territoire. Donc, je le disais, le maraîchage ou des grands bâtiments agricoles. Et où donc tout l'enjeu pour nous, c'était non pas d'aller directement sur le fait de dire ah ben ça c'est bien, ça c'est pas bien, un bâtiment agricole pour qu'il soit bien intégré, il faut mettre des haies ou autre, mais plutôt d'essayer de comprendre avant tout déjà quelles étaient les filières et face à quel type de diversification on était confronté sur le territoire, et aussi sur un territoire, quelle place elle a pu avoir, et finalement quelles ont été les évolutions quelles ont été les évolutions dans les dernières décennies. Et donc ce dont on s'est rendu compte par exemple, c'est que au final ce qu'on voit ici, c'est que ce qu'on a mis en évidence, c'est les parcelles en vert et en rouge. Au final, c'est que les expansions urbaines ont eu lieu avant tout donc aussi sur des espaces agricoles, mais d'abord sur les espaces vivriers, de vergers, de potagers, de maraîchage, qui étaient les espaces productifs de première nécessité, en fait, au final, et qui ont été par l'urbanisation. Et du coup, ce qu'on peut observer seulement, ces territoires agricoles qui ont disparu, mais c'est toutes ces franges et ces interfaces, en fait, entre espace urbain et espace agricole, qu'on a laissé au final, aussi parce que les pratiques vivrières ont disparu. C'est-à-dire que la subsistance ou la question de la relation de proximité et du jardin au fond de la cour ou autre, à proximité des habitations, a disparu aussi de la culture et de la manière même d'habiter les territoires. Et donc, du coup, c'est ces points-là qu'on a mis d'abord en avant pour montrer aussi quelle véritablement donc une forme de stratégie agricole donc à l'échelle du territoire, en ayant conscience donc de quelque part de ces évolutions urbaines, en se disant finalement, aujourd'hui, il y a différents gradients qui peuvent être pensés et imaginés. À la fois un travail mené sur ces franges agricoles, donc sur des requalifications potentielles, à la fois sur sur des espaces agricoles vivriers proches qui seraient
à réinventer. Aussi sur le fait de repenser la manière de planter et de végétaliser et de considérer les espaces pavillonnaires. Du coup, donc en ayant des clauses de réglementation qui sont faites à l'adresse des constructions, mais généralement sur le végétal, c'est encore pas très, très prégnant, et se dire finalement que ces espaces pavillonnaires qui ont investi des espaces anciennement vivriers, aujourd'hui pourraient retrouver potentiellement ces qualités de sol qui sont à retrouver, mais en tout cas qui sont existantes. Et aussi se repenser donc sur des liens et des actions potentielles avec comment dire, les strates agricoles diverses qui existent. C'est-à-dire que, par exemple, là, il s'agit de montrer, de pointer le fait qu'en frange de village, on a des bâtiments agricoles qui aujourd'hui sont sous-utilisés, qui pourraient donc potentiellement changer de destination et devenir justement des lieux agricoles hybrides, soit à destination donc d'habitat agricole temporaire, pourquoi pas aussi de gîtes, des activités récréo-touristiques, devenir des lieux de vente aussi, par exemple, mais qu'en tout cas, ce patrimoine agricole existant ne soit pas destiné qu'à des habitations, mais conserve et soit l'objet, quelque part, et le support de diversification agricole et qui puissent potentiellement devenir des lieux hybrides entre pratiques agricoles et pratiques urbaines et récréatives. C'est ce que j'évoquais, donc ce travail potentiel sur les franges, commencer aussi à imaginer et à penser une forme de tiers espace ou tiers lieu d'espace vivrier médian, intermédiaire, qui soit pas un espace de frontière ou d'épaisseur ou de partage, enfin de séparation entre espace agricole et espace urbain, mais plutôt des franges urbaines et agricoles qui se recomposeraient, qui se remailleraient en fait l'une l'autre, finalement comme pouvait l'être ce maillage qu'on pouvait observer sur les premières vues aériennes que je montrais, donc c'est-à-dire il y a à peine 60 ans. Donc cette idée, cette potentialité agricole, d'espace agricole intermédiaire, qui a un intérêt aujourd'hui dans le fait c'est-à-dire à la fois créer des espaces de connaissance ou de reconnaissance ou de mélange des pratiques qui permettent de ne plus opposer population urbaine et population agricole, mais d'avoir ces espaces intermédiaires où une et une connaissance des pratiques puissent s'opérer. Et cet enjeu, il est extrêmement fort. Je l'évoquais tout à l'heure sur le fait que les campagnes deviennent de plus en plus urbaines. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, il y a une disparition dans les campagnes, culture rurale, dans le sens où il y a une méconnaissance réelle et des frictions nous, tous les plans de paysage qu'on fait, il y a ces questions-là qui se posent, de friction et de non-compréhension entre populations urbaines et agricoles, et sur un territoire donné. Et donc, ce qu'on se dit et ce qu'on pense, c'est que sur ces territoires périurbains, plaine de Versailles, on est vraiment dans un espace agricole protégé au sein d'un environnement où il y a des tensions urbaines extrêmement fortes. Et en termes de foncier et autres, et se dire justement que ces espaces-là, hybrides intermédiaires, peuvent être des espaces d'échange et, encore une fois, de médiation et de compréhension, d'apprivoisement, quelque part, on pourrait dire, aussi mutuel, et de redécouverte de la capacité, du potentiel des sols et de leur capacité productive. Alors, c'est doit être quand je... et l'autre enjeu aussi, c'est celui de se dire qu'il y a donc ces franges-là agricoles, ces relations agro-urbaines qui sont repensées, mais aussi la construction de bâtiments agricoles qui peut être espace agricole, en incluant et ce potentiel-là, c'est-à-dire en percevant qu'un bâtiment agricole, aujourd'hui, n'a pas à être uniquement un bâtiment agricole, assumer une forme de polyvalence, être un lieu de croisement et de mutualisation et de mélange des pratiques. Donc, par exemple, ici, Pardon, on Pierre. pourra l'évoquer au pire tout à l'heure, parce Pierre, dans excuse-moi le de te cas d'un couper. conseil. On a un peu, Oui,
un problème de Oui, son. Quand tu as oui, oui, regardé l'heure, tu as touché ton téléphone, ça oui. marchait très bien avant, donc je ne sais pas si... Ah, ah, zut. Est-ce que là, ça va ou pas? Oui, merci. Pourtant, c'est bon. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Bon. Ouais, c'est bon. Oui, non, c'est pas clair en fait. Euh, ouais, donc du coup, enfin voilà, l'enjeu, c'est bon? Là, est-ce que c'est bon ou pourtant il y a Oui, rien c'est qui bon, c'est sonne? bon. Là, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Non, enfin du coup, voilà, l'enjeu, il est d'arriver là aussi à faire comprendre que un bâtiment agricole, bon, il y a différentes stratégies d'inscription paysagère, on pourra le développer plus tard, mais l'idée, c'est aussi, sur ce projet par exemple, c'est de se dire que une cour agricole d'un bâtiment, c'est aussi potentiellement une cour de marché qui peut recevoir des marchés de producteurs, être lié à un magasin de vente. Et aussi, donc, dans le cas présent, l'idée ici, c'était de dire, ben, ce projet, il peut être le seuil et l'espace de transition entre un chemin d'accès au bâtiment agricole, qui est aussi un chemin de randonnée, et qui est un bâtiment porte, quelque part, sur l'espace agricole, et qui devienne aussi un lieu de partage, d'échange, et encore un lieu potentiellement, un lieu de rencontre et ouais, d'hybridation, encore une fois, et de mélange des pratiques et de fréquentation entre voilà, des pratiques urbaines et agricoles. Et donc, juste pour cet exemple-là, ce qui est important, c'est que ce guide, on le faisait donc sur un site partiellement classé. Et là, on est sur un projet qui était bloqué quand on est arrivé sur l'étude. Et le choix qu'on a fait, c'est de partir de cas concrets, dont celui-ci, donc qui était bloqué, et où on a fait revenir dans la boucle l'architecte des bâtiments de France, l'inspectrice des sites, qui était complètement opposée au projet. Et du coup, en enclenchant donc un processus de mutualisation, de travail avec l'architecte du projet, c'est-à-dire que nous, on intervenait plutôt en mode conseil, de travail avec l'agriculteur aussi, pour faire en sorte finalement que chacun mette un peu dans son vin, comprenne les enjeux paysagers, de fonctionnement aussi agricole, donc de la part de chacun des acteurs, pour au final faire en sorte que chacun arrive à une vision de projet qui soit défendue et partagée. In fine, aujourd'hui, le permis a été validé. On a suivi un petit peu les développements architecturaux, donc c'est l'architecte qui a continué à travailler sur ce projet-là. Mais surtout, c'est l'inspectrice des sites, donc qui ne voulait pas du tout entendre parler du projet, qui allait, une fois qu'elle était convaincue, le défendre en commission des sites et où elle était de manière, où elle l'a présenté de manière volontaire et affirmative et positive et engagée, quoi, du coup. Donc c'est aussi pour montrer que ce travail d'étude, il est aussi important dans le fait d'arriver aussi à des résultats, c'est-à-dire en allant au-delà de la réalisation d'un guide, mais justement en entrant aussi, en formalisant aussi une démarche assez concrète qui permettent aux porteurs de projets, hein, notamment donc là ici des agriculteurs, de se rendre compte de l'utilité aussi quelque part de la présence d'un architecte et d'un paysagiste qui viennent mettre en lien pulse, voilà, à un moment donné, une nouvelle dynamique potentielle de projet. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon ou pas? Ouais, ça va. Et dernier point sur cette étude aussi, un point qui est assez important. Là, c'est juste donc une photo plus en fait une axonométrie qui montre, d'un point de vue historique, les strates de développement d'une exploitation agricole qui était plus ou moins ici une ferme royale et où donc on avait les premiers noyaux, donc en violet, les développements périphériques en vert qui viennent composer et constituer une cour, les développements au cours du XXe siècle, donc des premières extensions bâties, et aujourd'hui les dernières extensions agricoles qui sont sur des sites ex nihilo, et donc où voilà, on a de nouvelles entités bâties importantes qui sont construites avec des enjeux liés au terrassement, à l'inscription paysagère de ces bâtiments. Et ce qu'on a pointé donc dans l'étude, là je montre ça pour évoquer ce point-là, c'est finalement que ce qu'on a aussi dit aux agriculteurs dans le cadre du guide, c'est que avant justement d'aller construire et consommer de l'espace agricole complémentaire, du coup par la construction de bâtiments
se posent aussi des questions qui sont primordiales quant à la réutilisation du bâti. C'est-à-dire que ce qu'on voit, principalement sur ce projet-là, sur ce cas de figure, c'est qu'aujourd'hui, le bâtiment rouge, il est occupé, il a une fonction, mais finalement, ceux du 20e, les bâtiments plus patrimoniaux peuvent avoir des fonctions, mais pas encore complètement assumées. Mais en tout cas, les bâtiments 20e, eux, ne le sont plus du tout. Et donc, on est face à des friches bâties qui, à la fois de consommation d'espaces agricoles, aussi de s'interroger sur le patrimoine bâti agricole dont on dispose et finalement qui peut aussi être perçu potentiellement comme une ressource. Donc, où la question à la fois du programme, du coup, des constructions, et aussi un point, nous, qu'on essaye vraiment d'appréhender et d'aborder dans chacune des études et projets qu'on mène, c'est de dire, c'est pas parce qu'on est en espace agricole et qu'on fait un projet agricole qu'on consomme pas de l'espace agricole quand on construit. Dans le sens où aller construire un nouveau bâtiment de grande dimension sur un espace agricole, c'est aussi consommer presque autant qu'un lotissement. Donc il y a vraiment des enjeux du point de vue des stratégies et de la constitution et de architecturale des sites agricoles qui est extrêmement importante et qui doit être portée vraiment à l'échelle donc de sites agricoles entiers. Voilà. Florence, il reste beaucoup. 15 minutes. Ok. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc sur les, là, donc on a fait les études. Du coup, c'est sur les projets qui découlent un petit peu quand même de la manière qu'on a d'appréhender nos assez larges et où effectivement de renouveler et de comprendre comment on aboutit à un projet qui soit porté et qui s'inscrive dans des dynamiques paysagères et territoriales de manière concrète. Et donc ici, juste, c'est pareil, un petit point d'appréhension du le site de projet, en fait, il est ici. Là, on est avant notre intervention. À droite, c'est la photo dans les années 60. Et ce qu'on avait relevé, au final, c'est que aujourd'hui, on avait ce chemin-là qui traversait le site de projet, qui est donc celui-ci, et qui n'était plus ou pas considéré, c'est-à-dire qu'il n'était plus utilisé alors qu'il correspondait à l'ancienne rue structurante du bourg. L'autre point aussi qui nous semble important, c'est qu'on avait le village ancien ici, l'arc, donc, qui est le torrent de montagne qui traverse le village, la zone agricole qui était donc l'emprise qui est située ici, le hameau qui était construit dans les années 70, du coup qui venait un peu, qui a constitué une extension urbaine relativement importante. Et donc, ce qu'on a considéré, c'est qu'en venant construire la zone agricole ici, on était à la fois en retrait, mais aussi on venait s'inscrire quelque part et où on avait le potentiel sorte de trait d'union entre le hameau et le village. Et donc c'est plus autant en plan, c'est pas forcément lisible, mais ici de manière, là on est sur la route on sent et on voit cet essai de continuité en fait qu'on a essayé de porter. Donc dans l'inscription du bâtiment et sécurisation du site. Donc ici en arrière-plan, on a un merlon qui est donc dessiné manière à venir accompagner et créer des continuités avec les tramviaires qui sont existantes et qui sont proches. Je parlais de l'ancienne rue aussi tout à l'heure, du coup, qui traversait, donc aujourd'hui qui est plus qu'un chemin agricole, mais qui traversait la zone. Nous, le parti pris, ça a été de partir quelque part et d'arriver de se dire finalement qu'on allait construire une sorte de quartier agricole comme l'est justement le centre-bourg, donc sur la droite, finalement, qui est constitué d'une rue centrale et de courées qui viennent animer le rythme de cette rue. Et du coup, voilà, toutes les des bâtiments, on est venu essayer de les densifier, de les accoler les uns aux autres, de travailler aussi sur différents niveaux pour faire aussi on soit à la fois à l'échelle des parcelles, donc on voit ici les parcelles fourragères du site, mais aussi
approchant des constructions bâties du centre-bourg. Ici, donc, la vue, enfin, on devine l'enfilade justement de cette rue, les couvertures végétalisées, l'effet des courées, c'est-à-dire là, on est de manière transversale sur une rampe qui monte à l'étage des granges, du coup, et où donc on a ces relations de redans, en fait, qui montent, qui viennent créer des redans avec la rue, par rapport à la rue centrale, et aussi un point qui s'agissait, finalement, c'est ni plus ni moins qu'une zone artisanale. Et le choix qu'on a fait et qu'on a porté jusqu'au bout, c'était de dire, bah, il n'y a pas de limite et de parcelles données à chacune des exploitations, mais il n'y a pas de limite non plus au site. C'est-à-dire qu'on n'a pas de clôture qui viennent faire en sorte que la zone agricole serait fermée de son environnement, alors que c'était une des demandes initiales. Donc on s'est battu pour ça, et aujourd'hui les agriculteurs vivent le site très bien, et on n'a pas de séparation, on a une vraie opère entre donc aussi le village et les tramvières et donc la zone agricole qui est vraiment pensée et vécue comme un quartier. Et ici, donc, l'hiver, avec donc la présence donc, de la rue complètement enneigée. Et ce qui est aussi assez drôle, c'est que entre donc, l'ancienne route qu'on voyait tout à l'heure et le bout de la zone agricole, euh, l'hiver, du haut des neigements et entassé sur le torrent, du coup, et il y a un pont temporaire qui est formé par la commune pour rejoindre depuis le centre-bourg la zone agricole. Aussi parce que justement cette structuration-là, cette pensée et l'accroche à cette rue permet justement cette connexion potentielle. Au début, ils voulaient faire une passerelle, c'était trop cher, et du coup, bah, finalement, ils ont trouvé cette solution qui est assez drôle et alternative finalement, et qui fait aussi qu'on est dans un rapport éphémère de proximité, c'est-à-dire que l'hiver, les habitants vont dans la zone agricole par ce pont de neige au final, et l'été, bah, le lien est distendu et finalement se fait beaucoup plus entre les alpages, les parcelles de fourrage et la zone agricole. L'autre point aussi pour nous qui est important, c'est d'accepter le fait qu'on soit avec des matériaux agricoles bruts. Donc ici, c'est tout simple, hein, c'est du béton. Et même quand il n'était pas top, eh ben, on a accepté de ne pas le refaire. On avait évoqué ça justement à Venise aussi, enfin à la Biennale, on a assumé ça comme un béton agricole. C'est-à-dire que des fois, bah, voilà, il n'était pas nickel, mais c'est comme ça et on le refait pas parce qu'il y a une pensée qui était importante pour ce projet, c'était celle de l'efficacité, de la rapidité. On a dû le faire en 4 mois au final, et aussi de se dire qu'on est dans une efficacité, une économie agricole simple. Du coup. Et c'est l'autre point aussi qui est important, c'est-à-dire qu'on a évoqué la construction minérale avec le béton, où on avait fait aussi une centrale qui viennent depuis la vallée sur le site de projet. Et ensuite, donc, on a fait tous les étages des granges en charpente et ossature bois, du coup, avec du bois, donc bois local. Un point aussi qui était extrêmement important pour nous, c'est la question de la maîtrise des détails, du point de vue économique, aussi du point de vue de la pérennité en fait des ouvrages. Donc c'est tout bête, mais on a le mur béton, le bois qui vient dessus, et ben, on n'a aucune bavette, on n'a pas d'ouvrage complémentaire. On est vraiment dans une rusticité et sobriété de mise en œuvre des matériaux qui, encore une fois, est très brut, très agricole aussi. Ici, bah, c'est tout bête, mais on ne le voit pas forcément, mais c'est le dernier matériau avec lequel on a construit, qui est la terre du site, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a pris la terre du site, on l'a évacuée, on l'a amendée, enfin, à côté du site, on l'a amendée pendant le temps du chantier. On est venu la remettre en place sur les toitures, du coup, et on l'a ensemencée avec les fonds de grange du. Donc aussi, on l'a bien vu sur les premières photos, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une couverture végétalisée faite de plantation de semis exogènes, mais on est, alors c'est un point de vue esthétique, mais aussi qui est aussi fonctionnel, c'est-à-dire qu'on est avec des semis qui tiennent adaptés au milieu et qui aussi ont une coloration finalement qui est du paysage proche. Et donc je l'évoquais tout à l'heure aussi, précédente, c'est-à-dire que l'été, on a cette vue depuis le haut
toiture qui est prépondérante. L'autre point aussi qui pour nous était essentiel, c'est que cette couverture végétalisée, elle n'était pas seulement là pour des questions d'inscription paysagère, mais bien pour afficher le fait qu'il s'agisse d'un projet agricole et avec une fonction. C'est-à-dire qu'en fait, on a une couche de terre qui est extrêmement, qui est de l'ordre de 30 cm, et en fait, de manière intermittente, c'est-à-dire début d'alpage et retour d'alpage, en fait, il y a un troupeau de chèvres qui vient pâturer et entretenir cette toiture, qui veut dire qu'elle a une vraie fonction agricole. Et nous, on l'avait présenté comme telle, c'était le fait de dire il s'agit presque d'une cinquième façade, finalement, qui, même si la zone agricole est un peu reléguée de l'autre côté de l'arc, c'est-à-dire en arrière-plan du village, bah finalement, là, par le seul fait de cette toiture, on vient affirmer le fait qu'il s'agisse d'un lieu agricole qui a sa présence aussi dans l'activité du village. Et inversement, donc ce que je disais, le côté, là on voit un autre fameux béton moche qu'on accepte, mais aussi le bardage mélèze qui du coup se patine avec le temps et qui est encore une fois dans un rapport assez simple et brut avec le paysage hivernal. C'est-à-dire qu'autant l'été, donc tu disais, on voit la couverture végétalisée, l'hiver finalement c'est un rapport entre l'arrière-plan de la montagne et ces blocs bâtis finalement qui est assumé et accepté comme tel, et y compris justement dans le vieillissement même du bâtiment. Donc ici, bon, l'étage des granges. Un point aussi pour ce projet qui était important, c'était celui de se dire qu'on construisait des coques c'est-à-dire que le bâtiment est bien livré, avec l'ensemble des fonctionnements qui permettent aux agriculteurs de lieu, mais où aussi on laissait une certaine forme de latitude à chacun. Par exemple, c'est bête, mais cette photo, on aime bien la montrer, c'est-à-dire que c'est un agriculteur qui a fait le souhait de rajouter une cloison, qui avait mis le portrait de sa grand-mère, enfin voilà, des trucs un peu rajoutés qui font que on vienne pas aussi, on n'est pas venu juste construire un ensemble de bâtiments pour, comment dire, pour des agriculteurs et dans une visée, mais en essayant aussi de percevoir quel pouvait être leur lieu et de faire en sorte finalement qu'il y ait une vraie sociabilité agricole qui puisse opérer aussi dans le temps. Et donc en laissant à la fois une latitude donc aux agriculteurs d'investissement des lieux et aussi une relation. Donc on a travaillé que sur le programme. Au début, on était en étable entravée et in fine, on est arrivé à défendre le fait que donc stabulation libre et dans les 7 mois d'hivernage, les vaches donc ne sont pas à la tâche et déambulent de manière libre dans les bâtiments. Du coup. Et là, dernier point, c'est juste que c'est un truc qui nous a fait rire il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, c'est passé au journal de France 3, Bonneval, plus beau village de France, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, alors que au début, la zone, elle était assez décriée quand même. Ils étaient plus ou moins contents d'aller là-bas. Les habitants du village l'appréciaient pas tant que ça. Et aussi, il y avait beaucoup de conflits entre agriculteurs. Et aujourd'hui, on y retourne de temps en temps et on sent que il y a cet effet de sociabilité agricole, finalement, il est quand même opérant. Il a agi quelque part. Et c'est tout bête, mais le seul fait que les agriculteurs acceptent de se faire dans la rue, finalement, agricole qu'on a constituée, pour nous, du point de vue de leur, oui, du fait manifeste qu'ils sont accaparés quelque part, ou appropriés plutôt cet espace-là agricole, est assez fort et rendu concret, du coup. Peut-être juste un autre projet, donc ici assez simple, où l'enjeu, c'est juste de montrer finalement c'est aussi ces stratégies de construction de plusieurs bâtis agricoles et le fait de se dire que finalement, en réfléchissant à la question des filières, à la manière de construire aussi, on arrive à trouver des solutions qui économiquement sont viables, où on gère la question du rapport au site, au terrassement, aussi dans une visée d'économie et d'inscription du territoire beaucoup plus large. C'est-à-dire que juste ce projet, on est arrivé dessus l'appel d'offres. L'INRA, en fait, voulait construire 4 bâtiments tunnels en plastique, construction métallique. Et nous, on leur a dit, si c'est ça, on ne le fait pas. Nous, ce qu'on a envie de vous proposer, c'est d'emblée, pour le même prix, en fait, d'arriver à construire en bois local des bâtiments en dur dans leur territoire et qui apportent quand même aussi au bien-être animal.
Et du coup, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on a travaillé donc avec un charpentier dès le stade de l'étude pour arriver, du coup, en provoquant un peu le maître d'ouvrage, hein, mais en disant, ben voilà, finalement, pour le même prix, alors ça a été un peu plus cher malgré tout, mais pas tant que ça, et pour le même prix, on est arrivé à construire donc dans une logique constructive de qualité et donc sur le territoire du Massif central, avec des bois du Massif central, et avec un charpentier donc qu'on connaissait. Et où du coup, bah, et aussi c'est pareil, c'est cette notion de hameau et de construction et d'articulation fine finalement qui se joue entre architectes et entre eux. C'est-à-dire que là, on a proposé 4 modules. Pourquoi? Parce qu'il y avait 4 types d'expérimentation que l'INRA souhaitait mener. En composant finalement avec 3 bâtiments d'un côté, mais qui s'articulent de manière assez fine dans la pente, un bâtiment de l'autre côté vient de former une sorte de cour agricole, et où, encore une fois, la question de l'économie, la question de la pérennité des ouvrages a été essentielle, encore une fois, vraiment dans une relation à l'économie. C'est-à-dire qu'on le voit ici, on n'a pas de gouttière, donc l'eau ruisselle dans des noues. Alors, on les voit ici, des noues qui sont au pied des bâtiments, des noues qui sont à ciel ouvert aussi, qui sont pas enterrées, et où aussi l'idée, donc on voyait les légers décalages des bâtiments. On est venu construire donc avec des terrassements assez fins, un nivellement qui s'opère donc le long de la pente du site, et où aussi on est venu conserver les arbres existants. C'est-à-dire qu'on a dit ben les arbres sont là, on les démolit pas, et c'est plutôt au bâtiment de bouger, de s'articuler avec ce qui existe plutôt que l'inverse. Et encore une fois, donc on évoquait la question des détails, enfin, l'importance des détails pour la pérennité des matériaux des façades. C'est-à-dire qu'on a 3 façades pignon qu'on a travaillé de manière à ce que le rail soit présent en arrière-plan, c'est-à-dire qu'il n'est pas en déport sur la façade, on n'a pas de rive de toiture, et qui fait qu'au fil du temps, on a un bardage qui se grise et qui vieillit de manière complètement et pleinement uniforme, et qui fait qu'on a on est en Auvergne. Nous, la référence c'est un peu celle des burons, du coup, qui sont des formes fortes, quoi, du coup, qui sont un peu vindicatives comme ça dans le paysage. Et c'est cette référence-là, c'est-à-dire avec le bois, un matériau plus léger, se dire bah, finalement, à terme, on aura des façades complètement grisées qui vont s'imprégner et s'immiscer quelque part dans les typologies bâties qu'on retrouve à proximité du bâtiment. Et encore une fois aussi, c'est se dire, ben, quand on peut, là ici par exemple, le sol est en terre battue, on est sur des litières paillées, enfin litières accumulées, et donc du coup, fait l'INRA ne le souhaitait pas au début, mais le fait d'affirmer le fait de dire bah non, là on met pas de béton, on construit en terre, et on limite aussi les ressources qu'on met en œuvre pour le projet. Voilà, peut-être dernier projet. Il me reste encore un peu de temps ou pas? On va dire 5 minutes. Ok. Eh ben, je parlerai pas de la Maison du Lac. Donc, centre équestre de Cublise. Donc ici, je souhaitais le présenter parce que il s'agit alors le projet Auvergne. Ici, l'enjeu, c'était on arrivait sur le projet, c'est pareil, le maître d'ouvrage où il disait de toute façon, le parti pris, c'était de dire de toute façon, pour bien intégrer le bâtiment agricole, il faut qu'on c'est-à-dire que d'un côté on met le stockage fourrage, de l'autre côté on met la fumière, de l'autre côté les box à chevaux. Au total, ça représentait quand même 3000 m². Du coup, donc, on a une fois l'appel d'offres remporté en disant bah non, nous, on n'est pas d'accord. Enfin, on pense que ce qui serait plus juste, c'est de regrouper l'ensemble des éléments, du coup, de ne former qu'un seul couvert, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi en faisant prendre conscience au maître d'ouvrage que là, la photo, en fait, elle est prise depuis l'entrée d'un site qui est extrêmement touristique. Et ce centre équestre, il est construit, il fait partie d'un parc rural qui est le lac des Sapins, donc qui est à proximité de chez nous, mais où du coup il y a une fréquentation touristique qui est assez forte. Et du coup là, il s'agissait donc d'un point de vue important qui allait être opérant sur le site de projet, et où on leur a dit ben, finalement ce ne sera plus que les allées et venues des tracteurs de partout avec du foin qui traîne, des chevaux, enfin les allées et venues agricoles qui finalement vont plus discréditer
le fonctionnement de l'exploitation et sa perception pour le public que si on a un bâtiment qui est beaucoup plus neutre finalement et qui travaille et qui s'inscrit à l'échelle du paysage. Et donc le choix qui a été, donc là ici on voit bien le site, l'axonométrie, le projet est ici, et donc le site et le lac sont là. Et donc tout ce travail finalement il a été mené en fait en se disant donc on a 3000 m² de surface bâtie à construire, donc déjà on limite les accès au bâtiment, c'est-à-dire qu'on a que 2 côtés qui seront accessibles, et aussi on vient travailler dans la pente en articulant le programme et la pente naturelle du terrain, et donc en venant positionner les box à chevaux sur la partie la plus haute, le manège ensuite 1,40 m au-dessous, du coup, donc dans la poursuite de la pente naturelle, et le chemin agricole qui passe en contrebas, donc qui est beaucoup plus bas. Et qui fait que au sein du bâtiment aussi, on a dû créer donc un certain nombre de rampes qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite aussi, qui permettent l'articulation du bâti dans la pente et des éléments de programme entre eux. Et du coup, donc donc on voyait la coupe. Ici, c'est la photo. Euh, cette articulation aussi, ce qu'elle permet, c'est de renforcer des lieux, c'est-à-dire entre le couloir d'alimentation qu'on fait au-dessus du manège, et qui fait que donc depuis ce couloir d'alimentation, les parents qui sont là voient en surplomb finalement l'espace du manège, donc ça devient un petit peu un espace de spectacle finalement, et le chemin agricole qui est en contrebas à l'autre bout du projet fait qu'il disparaît aussi depuis l'intérieur du centre équestre, et que finalement on est au niveau, on est un peu en flottaison au final, on est au niveau de la canopée des arbres qui devient aussi, on a ce lieu de travail qui devient vraiment inscrit en visu direct, plein et entier, avec son environnement proche. Et où donc, c'est ce qu'on voyait aussi, c'est-à-dire que depuis le haut, on a cette vêture et cette grande surface assez radicale de ganivelle, en partie verticale et aussi pour la couverture. Et autant de l'autre côté, donc côté forêt et fond de vallon, on est complètement ouvert et on est plutôt, on singe plutôt, ou on imagine, enfin, on présente plutôt une sorte d'abri sommaire quelque part qui s'ouvre complètement à son environnement. Et ici donc une image qui montre aussi le vieillissement des ganivelles. Les ganivelles, on les avait choisis, c'est sur couverture, donc à la fois pour rester dans une économie agricole. C'est un bâtiment qu'on a livré avec un prix de 200 € du mètre carré, ce qui est quand même vraiment pas énorme, pour un bâtiment public en plus. Et la ganivelle, c'est un ouvrage industriel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'un par-dune ou des par vent, ou par neige plutôt. Et ce qu'elle nous permettait, c'est d'aller au-delà de la question de l'inscription paysagère qu'on souhaitait. C'est aussi de travailler d'un point de vue climatique et acoustique le bâtiment. C'est-à-dire qu'elle crée un léger lit d'air en fait, au-dessus de la tôle bac-acier, qui fait donc qu'on a une ventilation naturelle qui s'opère. Elle nous permet aussi, on l'a vu tout à l'heure, un petit peu de filtrer, c'est-à-dire qu'on a de grandes parties en polycarbonate, donc on a un filtre de lumière qui se fait, donc on n'a pas de point non plus de lumière trop fort qui pointe et qui créerait des éblouissements potentiels donc dans le manège par exemple. Et aussi quand il pleut ou qu'il grêle, on a beaucoup moins de résonance donc sur les bacs aciers. Donc tout l'intérêt de ce dispositif, c'est justement qu'il soit un peu mûr et qui avec les unes aux autres, et où l'enjeu aussi c'était vraiment celui-ci, in fine, c'est de se dire que on a cette corrélation, enfin le fait d'avoir accepté de construire un bâtiment de 3000 m², finalement, par un jeu de pente, enfin d'inscription au sol, mais aussi de pente de toiture relativement faible, on s'inscrit finalement beaucoup plus dans le registre des parcelles proches, du coup, dans ces dimensions-là, et dans les collines aussi présentes, qui sont proches qui sont présentes dans le paysage. Du coup. Donc, voilà. Et là, c'était juste le dernier projet, mais on en parlera pas. Voilà. Donc désolé, c'est peut-être un peu long, mais non, mais voilà. c'est normal, hein, il y a beaucoup de choses à dire et je propose qu'on
on échange un peu et puis peut-être qu'on reviendra sur ces maisons au bord du lac, au bord du lac. Peut-être une première question. Est-ce que finalement, votre rapport au vivant, à la fois aux animaux et au milieu, transforme votre manière de faire le projet? Euh, Bah, oui, enfin, en tout cas, il y a une incidence. Transforme, j'en sais rien. Enfin, je pense que c'est inhérent en fait dans notre appréhension. Euh, C'est-à-dire, par exemple, pour Bonneval, c'est vrai qu'on a répondu au concours en respectant le programme, du coup, c'est-à-dire avec les étapes, mais en sachant qu'on ne pouvait pas déroger au concours, mais que ça ne nous plaisait pas. Et donc, dès qu'on l'a gagné, bon, on s'est attelé, en fait, et ça n'a pas été simple, hein, mais à convaincre les élus, les agriculteurs, que finalement, la meilleure des solutions, c'était celle enfin, même si c'était hyper exigeant pour des étables en très haute montagne, et voire quasiment impossible, c'était finalement de reconsidérer le projet sous l'angle du bien-être animal. Et donc oui, enfin, pour nous, les animaux qu'on fait dans nos bâtiments, enfin, qui est crucial, j'ai envie de dire. Il y a aussi cet rapport au vivant. J'évoquais aussi euh, le problème, la question de la gestion de l'eau qu'on retrouve aussi pour Rigolette et dans la majeure partie des projets, mais aussi, moi, ce qui fait assez mal aussi, je trouve souvent dans les résolutions actuelles ou les dispositifs actuels par rapport à la question de la gestion de l'eau, c'est-à-dire que soit c'est des géomembranes, des bâches qu'on vient mettre pour faire des réserves d'eau d'incendie, des cuves de rétention où l'eau est potentiellement enfermée. Je considère justement si on construit des dispositifs plus souples, fluides et naturels quelque part, qui permettent du coup de l'inclure dans une dimension de projet qui fait aussi qu'elle puisse être développée, en tout cas des milieux vivants qui sont essentiels. Donc j'ai envie de dire que ouais, ce rapport au vivant et cette relation aussi, hein, homme-animal, elle est pour nous assez déterminante et que c'est vraiment la question ouais, du milieu et du vivant sous des formes assez larges qui nous animent. Quoi, du coup. Et aussi bien pour les projets d'archi, qu'on porte en tant qu'architecte, que de paysage aussi. Juste, on vous voit complètement dans le noir. On Ouais, pas alors si je vais c'est la essayer de me lumière déplacer. qui est partie ou peut-être. C'est le gras. Il y a moins de lumière. Voilà. Voilà. Voilà, merci. Et on voulait vous demander, d'après vous, quelle peut être la place des architectes justement dans les communautés rurales? Est-ce que, voilà, d'un côté, il y a les maîtrises d'ouvrage publics, mais est-ce que vous avez aussi des commanditaires privés? Est-ce qu'il y a une Euh, évolution aussi dans les commandes, dans les territoires ruraux? Ouais, alors c'est ce que je disais. Il y a quand même des évolutions ouais, des commanditaires et des publics, on pourrait dire. Euh, je vois en ce moment, enfin, il y a des questions qui se reposent, je pense, vis-à-vis du patrimoine quel qu'il soit. Le patrimoine bâti, là, par exemple, là, comment dire, on a un maître d'ouvrage qui a organisé un mini concours donc qu'on a remporté pour réhabiliter d'anciens ateliers industriels de tissage pour faire de l'habitat participatif. Et ça, c'est quelque chose en milieu rural, en tout cas vers chez nous, qu'on n'aurait pas pu voir, je pense, il y a 10 ou 15 ans, du coup. Ensuite, au niveau, je l'évoquais sur la question des agriculteurs privés qui font appel à nous. C'est des agriculteurs jeunes hein, en biodynamie, des paysans boulangers aussi, donc qui se posent aussi d'autres questions eux-mêmes par rapport au territoire et aux filières dans lesquelles ils sont engagés. Donc, ouais, j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, on est dans des étapes de transition qui sont opérantes, qui sont encore fragiles quand même, qui doivent trouver leur résolution, mais où en tout cas,
il y a des possibilités. Après, la question de est-ce que l'architecte appartient ou de quelle manière plutôt l'architecte s'inscrit dans ces communautés-là, le, je sais pas comment dire, nous, il y a un fait plutôt, enfin, contre lequel on a toujours essayé pas de lutte, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on fait un milieu rural qu'on est accroché à un territoire donné, du coup. Et pour l'espace rural, il porte en lui aussi quelque part ce potentiel-là d'ouverture, du coup, qui est pas un vain mot. Hein. Enfin, c'est-à-dire que souvent, enfin, il y a souvent cette image du territoire rural qui est un peu fermé ou autre, ou reclus sur lui-même, moi je trouve qu'il y a souvent une vision assez erronée, c'est-à-dire quand on creuse un peu dans l'histoire, ben, on se rend compte que tout le monde en fait a toujours vachement bougé. Enfin, il y a eu quand même des évolutions assez notoires, pas qu'au XXe siècle, hein, même avant, qui font que quand même les territoires ruraux ont toujours été, ou en tout cas ont accepté une certaine forme de dynamisme et de vitalité et de mutation permanente de toute façon. Et, et du coup, enfin, en tout cas, en tant qu'architecte, nous, c'est un peu de cette manière qu'on essaye d'appréhender ou de s'inscrire plutôt dans les territoires ruraux, sans se dire, ben voilà, on sera les architectes d'un territoire, mais plutôt de se dire, euh, on a le souhait, on a l'envie finalement, et c'est ce qu'on essaye de porter par les études qu'on mène de manière assez éloignée de notre site aussi, des projets qui sont un peu éloignés de notre site de projet, mais de se dire finalement, ben voilà, comment est-ce que on arrive à comprendre, à décrypter ce que sont les territoires ruraux et comment on fait en sorte qu'ils puissent être pardon, à la fois des terrains, enfin, qu'on les décrypte finalement pour qu'ils soient aussi des porteurs d'un vocabulaire ou d'une source de mise en forme de projet aussi, du coup. Donc, j'ai envie de dire, en tant qu'architecte, je pense que notre place, elle est plutôt dans celle de médiateur ou d'une profession qui a pas l'obligation, mais l'intérêt ou dont l'enjeu est de porter et de faire en sorte qu'on prête attention au patrimoine des territoires ruraux pour en faire quelque chose aujourd'hui. Du coup. Ivan, plus quoi? Tu avais une question. Comment? Ivan, tu avais une question? Oui, je me disais évidemment que la culture familiale, l'interrelation avec votre frère amenait à de fait une interdisciplinarité et une culture agricole qui avait dû orienter une nouvelle manière enfin, à bousculer la discipline architecturale classique, traditionnelle, et du coup à investiguer dans des territoires inattendus. Est-ce que vous pouvez en parler justement de ces territoires inattendus par rapport aux nouvelles manières de faire l'architecture aujourd'hui? Enfin, vous en avez parlé surtout pendant toute votre présentation, mais je pense que c'est des questions pédagogiques et des questions de nouvelles manières de concevoir notre métier. Alors, bah, déjà, en fait, ce qui nous plaît quelque part, c'est que euh, même, comment dire, c'est que ces territoires inattendus, enfin, ils évoluent sans cesse, c'est-à-dire qu'ils se repensent sans cesse, c'est-à-dire que c'est territoire et thématique. Je vois, nous, en 2007, quand on a commencé, notre premier souhait, finalement, ça a été plutôt d'essayer de parler des questions d'agriculture urbaine, comment on peut créer des hybridations en milieu urbain, périurbain et tout ça. Et on avait un peu l'impression de prêcher dans le désert, ça c'est clair. Et aussi, ça c'est toujours un truc qu'on dit, c'est qu'autant aujourd'hui, on a le sentiment que dire qu'on est agriculteur, pour nous, hein, mais de manière générale, c'est plutôt bien vu, voire envié. Quand moi j'étais fils d'agriculteur à l'école ou autre, enfin au collège, je la ramenais pas, même à l'école d'archi, je la ramenais pas trop quoi. Enfin, c'était pas. Il y a une appréhension quand même du métier de ce métier hein, qui est hyper valorisant, enfin qui est hyper intéressant et qui est essentiel, qui a évolué et heureusement du coup. Et donc il y a ces transitions là qui sont opérantes. Et je dis ça, c'est-à-dire que les territoires ont aussi évolué, c'est-à-dire que ce que j'essayais de dire au départ, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, j'ai envie de dire, l'agriculture urbaine, on sent que c'est hyper émergent, ça fonctionne et il y a plein de monde qui s'en empare et c'est très bien. Et du coup, nous, on pense justement que les enjeux maintenant, ils sont vraiment aussi dans ces territoires ruraux aussi.
du coup. Et que nous, plutôt les thématiques inconnues qu'on a explorées un peu au début, c'était vraiment celle de la question du bâti agricole. Et j'ai envie de dire, on l'a aussi fait là-dedans de manière alternative, dans le sens où on a construit des bâtiments principalement pour des collectivités publiques. On n'est pas arrivé au début à construire des bâtiments pour des agriculteurs, hein. Et on a essayé. Et on n'est pas, on est un peu entre tout, quoi. Donc, on n'est pas non plus dans une, enfin, comment dire, les agriculteurs n'en ont pas forcément besoin, en fait. Enfin, oui, ils en ressentent pas de prime abord le besoin. Encore une fois, les personnes qui viennent vers nous, c'est des personnes qui sont dans une certaine forme qui sont déjà dans une démarche, en fait, dans l'absolu. Et sur les projets publics, parce que bah, ils ont besoin d'architectes. Enfin, ils sont obligés d'avoir recours à un architecte. Donc, c'est ça aussi comment dire, qui nous intéresse, à la fois d'essayer d'aller provoquer et de s'intéresser à des territoires et des thématiques qui ne sont pas forcément connues et ou reconnues. C'est-à-dire parler de problématiques urbaines et rurales en milieu rural. Je vois dans toutes les études qu'on mène au début, les communes sur la web, qu'est-ce qu'ils nous racontent, et après elles comprennent sur la, mais oui, vous avez raison, notre problème c'est ça. Et ensuite, sur les questions de bâti agricole, c'est vrai qu'on sent que voilà, petit à petit, il y a un intérêt. On est voilà, vraiment dans une pratique un peu à la marge, quoi. Encore une fois, dans le sens où et ça, on n'est pas encore. Je ne sais pas si on arrivera. Je ne sais pas si c'est intéressant qu'on y arrive en fait. Mais dans le fait d'arriver à faire en sorte que bah, y ait de plus en plus d'architectes qui bossent sur des bâtiments agricoles. C'est pas à nous de le porter tout seul, mais même que plutôt d'essayer d'inventer des mécanismes où les agriculteurs puissent, les architectes pardon, puissent intervenir plus facilement auprès des agriculteurs. Alors on l'essaye avec, par exemple, enfin, par l'établissement justement de guides. Là, on en mène un actuellement dans les Alpilles, où voilà, on se dit qu'il y a un travail de sensibilisation ou autre qui peut être porté et qui peut permettre de réfléchir autrement les questions de construction agricole. Mais c'est pas, ouais, c'est quelque chose qui est pas simple, et encore une fois, je pense pas. Enfin, nous, on n'y est pas encore, enfin, carrément complètement arrivé, quoi. Du coup, je trouve. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de la place de l'enseignement lié à ces territoires dans nos écoles d'architecture? Est-ce que ça a sa place? Est-ce que ça peut être aussi un lieu d'exploration, justement, des rôles des architectes dans ces territoires? Ben, moi, ouais, je pense que c'est important parce que il y a différentes choses. C'est que je trouve que et nous, on a un peu démarré aussi comme ça, c'est-à-dire que les territoires ruraux, ils ont pour eux, justement, de pouvoir offrir des potentiels d'action, en fait, assez immédiats et efficaces. Et même y compris, je trouve, pour les étudiants, de pouvoir être euh, moi, je vois dans mes cursus d'étudiants, c'est un peu un truc dont j'ai souffert, c'est qu'on était peu en lien potentiel avec des élus au final, et finalement des vrais, enfin des acteurs aussi du territoire. Et du coup, arriver à se rendre compte, je trouve en tant qu'étudiant, ben oui, finalement qu'il y a des territoires d'action qui sont là, qu'il y a des envies aussi dans les territoires ruraux, et que que réellement il y a du potentiel de projet, et aussi de comment dire, d'arriver à appréhender vous enfin par exemple dans votre studio, et ça il y a beaucoup d'écoles de plus en plus où il y a aussi cette approche là mêlée entre architectes et agistes, qui pour moi aussi est fondamentale, c'est-à-dire que d'arriver à élargir un petit peu le spectre et la manière de penser le projet d'architecture, non plus sous l'angle de la signature ou de l'œuvre en tant qu'architecte, mais en se posant des questions qui sont beaucoup plus larges. C'est-à-dire qu'on a à travailler en tant qu'architecte, c'est clair, mais au-delà de ça, il y a des manières d'appréhender, de comprendre le territoire, de s'intéresser à l'espace rural, et encore une fois, d'abord en le décryptant et en le comprenant, pour comprendre comment il peut être vecteur de projet. Du coup, qui est, ouais, je trouve, qui est extrêmement important, du coup. Donc, ouais, je pense que donc il y a cet enjeu-là, du fait que les écoles investissent aussi ces territoires, et c'est tout bête, mais ça permet aussi de montrer euh,
qu'il y a un engagement qui est possible dans les territoires ruraux. Enfin, je suis archi-conseil de l'État, donc dans la Nièvre. C'est un département, il y a quand même du monde, il y a des projets en fait qui sont portés, potentiels, et en tout et pour tout sur le département, il doit y avoir 10 agences d'archi, quoi. Enfin, ce qui est rien du tout en fait. Et c'est pour dire que je pense il y a réellement, c'est pas des places à prendre, c'est pas qu'une opportunité économique, mais c'est un engagement à porter, un peu comme les médecins de campagne, au final, à porter pour que, à la fois, il y ait de la qualité bâtie qui soit architecturale et paysagère, qui puisse aussi trouver sa place en milieu rural, et ouais, une construction un peu plus saine aussi des territoires ruraux, du coup. Donc, je pense que les gains sont doubles, du coup. À ce propos, justement, on constate une sorte d'intelligence dans la manière de concevoir les projets, dans la compacité, dans la désartificialisation des sols, dans l'interaction entre l'homme et l'animal, entre le territoire bâti et les terres agricoles ou les cultures agricoles, et dans tous les projets que vous développez. Et quel lien peuvent avoir ces démarches par rapport à la question des transitions écologiques? Est-ce que vous l'avez posé, est-ce que c'est posé de manière claire ou dans votre démarche ou... Ouais, ouais. Bah, la transition écologique, nous avant tout, c'est toujours des réflexions qu'on porte enfin, d'abord sur l'économie de sol, vous disiez, enfin, la compacité et autres, sur la maîtrise aussi des ressources et l'inclusion à la fois donc dans la question de la construction bois, mais aussi de plus en plus, là par exemple, on construit un bâtiment pour l'INRA, bâtiment agricole et d'expérimentation, en isolation paille. Le bâtiment qu'on réalise pour les paysans boulangers, on le construit partiellement en terre aussi, enfin avec la terre du site. Et enfin, avant tout, pour moi, enfin pour nous, la question de la transition énergétique aussi, elle se pose d'abord par la diminution de la consommation pour construire, avant tout, de sol, de matière et de ressources. Après, se pose la question des dispositifs complémentaires qui, enfin, de notre point de vue, viennent plutôt en dernier recours. Et par contre, nous, il y a un point qu'on essaye de porter et contre lequel moi je suis farouchement opposé quand même, c'est toute la question liée aux champs photovoltaïques, du coup, où il y a quand même par exemple dans la Nièvre, il y a de plus en plus de communes qui sont sollicitées pour sacrifier quelque part des dizaines, voire des centaines d'hectares quelquefois, pour poser des panneaux photovoltaïques plein champ, destinés uniquement à la production d'énergie solaire, et donc en perdant complètement le potentiel nourricier de sol agricole. Donc, il y a un peu cette problématique-là. Enfin, il y a des vrais questionnements en tant qu'architecte conseil de l'État, où on nous demande quand même, les ministères ou autres nous disent, bon, ben, il faut prêcher un petit peu la bonne parole sur les questions de transition énergétique. Il y a des seuils à atteindre par rapport aux surfaces, à la production photovoltaïque solaire à atteindre. Et aller contre, c'est pas simple, mais je pense que c'est nécessaire aussi. Et c'est aussi dire à l'État, bah attention, là, non, je pense que vous vous trompez. Il y a d'autres territoires, d'autres parties de territoire sur lesquelles on peut agir, poser aussi des panneaux solaires. Enfin, il y a d'autres solutions à inventer qui ne viennent pas nuire quelque part au potentiel nourricier de nos territoires. Donc, enfin voilà, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais en tout cas, nous, il est vraiment, enfin, comment dire, cette question de la transition climatique, énergétique, écologique, quoi, on l'appréhende vraiment, voilà, par l'inscription dans les filières, la question de l'économie de moyens avant tout, et de la limitation des dispositifs complémentaires. Je ne sais pas si ça répond. C'est très complet. On va poser une dernière question par Mathias Cambrelin, justement sur la question des filières. Je lui laisse prendre le micro.
Très bien. Donc, on va dire une double question. La première, c'est dans quelle mesure les matériaux employés dans vos projets ont-ils participé à soutenir de nouvelles pratiques locales et vertueuses de gestion des milieux naturels, aussi bien agricoles, forestiers que agroforestiers? Et la deuxième question, je vais la poser tout de suite. Ces projets ont-ils participé à développer une prise de conscience des habitants vis-à-vis de la richesse de leur territoire et à entraîner des initiatives pour l'habiter autrement? Ouais, c'est ambitieux ça. Non, alors, bah, je vais revenir sur Bonneval, justement, sur la relation entre milieu naturel enfin, les systèmes agricoles, du coup, et hébergement des animaux. C'est-à-dire que, par exemple, Bonneval, on était donc au début étable entravée, production de fumier, et ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que une des problématiques des agriculteurs, c'est qu'ils amendaient trop leurs prairies de fond de vallée, parce qu'ils disposaient que de fumier avec du purin, enfin, qui était un peu lourd du coup à porter, et donc quelque part ils suramendaient toute leur prairie de fond de vallée et ils ne pouvaient pas amender ils n'avaient pas d'efficacité en fait de système ingénieux pour amender d'un point de vue agronomique leurs alpages. Et le fait de passer en étable entravée, du coup, stabulation libre par contre, fait que on changeait de moyens de déjection animale, on passait sur du lisier qui présente un certain nombre de contraintes assez fortes, dont celle des odeurs notamment. Donc là, on s'est creusé la tête en fait en se disant bah bon, c'est un problème, donc comment on le résout? Et le moyen qu'on a trouvé, en fait, c'est justement d'entrer en corrélation avec aussi ses besoins agronomiques. En fait, le lisier, on a installé des systèmes de séparation de phases, du coup, qui ont fait que phases solides et liquides sont séparées, qu'on a une phase liquide qui est beaucoup moins riche, qui du coup et qui présente plus d'odeur, qui du coup peut être épandue sur les prairies de fond de vallée, donc en étant moins riche, en présentant un amendement moins riche, et donc en créant du foin de bien meilleure qualité. Et du coup, les agriculteurs disposent d'une matière solide qui du coup qui peuvent épandre en fait, ça leur coûte, on dépense plus, enfin, on déplace que de la matière sèche, donc du coup pas de matière liquide ou autre, et en tout cas ils peuvent amender avec du lisier, ils n'ont pas le droit de l'épandre sur les alpages et ça leur coûtait très cher. Et là, ils ont un moyen en fait d'aller amender leurs alpages. Donc je dirais que là-dessus, ouais, il y a un peu cette visée-là qui était pour nous assez importante. On partait d'une contrainte qu'on transformait finalement en atout. L'autre point, c'est le projet de la Maison du Lac aussi, où finalement, quand on est intervenu sur le projet, donc le lac des Bolettes, c'est un milieu qui est assez préservé, mais le fait de construire la Maison du Lac, qui est un des seuls espaces publics en fait qui ouvre pleinement sur le lac, finalement, ça a fait. Alors, il n'y a pas que ça, mais je pense que ça a contribué au fait que quelques années après, le lac d'Aiguebelette est devenu une réserve naturelle régionale, du coup, avec les gardes de la réserve qui sont installés dans la maison du lac et qui elle-même une ouverture pleine en direction des rives du lac, fait que on a aussi une corrélation et un soin manifeste qui est présenté en fait dans ce projet, porté à l'adresse du paysage et du milieu naturel du lac. Et voilà, qui fait que ouais, on pense que cette maison, là, quand même, qui est un lieu public, elle a quand même contribué à la fois à créer un jardin sur le lac, qui fait que je pense qu'il y a une dimension naturelle qui aujourd'hui beaucoup et sensible en fait qui est aujourd'hui beaucoup plus admise. Donc, enfin voilà. Après, c'est des prétentions qui sont mesurées parce que c'est pas le projet, enfin, c'est pas ce projet-là qui fait tout, mais c'est juste un environnement, une ambiance en fait qui est générée. Et après, sur des qualités d'habiter ou autres, je sais pas, mais là, par exemple, on est sur un plan de paysage où on essaye de faire en sorte qu'il y ait une plaine aujourd'hui agricole sur laquelle il puisse y avoir des usages agricoles plurifonctionnels, diversifiés, qui prennent place, plutôt que de la construction de grandes zones d'activité de logistique. Quand je disais qu'on est dans des étapes de transition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait une année un peu plus qu'on travaille sur ce plan de paysage. On est face à des élus, pour certains, qui sont très volontaires et qui ont compris qu'il y avait un enjeu qui se jouait là, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de consommer des terres agricoles et redéployer de l'agriculture de proximité.
et d'autres qui, à l'inverse, ne pensent que logistique, enfin, que les bâtiments de logistique ou d'activité sont le seul moyen en fait de développer une économie de territoire, et qui ne sont pas gênés d'aller construire sur les sols sur lesquels il est le plus facile de construire et qui sont les plus riches d'un point de vue agronomique et agricole. Du coup. Donc, ouais, il y a des enjeux multiples qui se jouent. Je voulais pas couper, j'ai cru que c'était Non, non, terminé. mais Ben, je vous remercie beaucoup. Je remercie Pierre Janin d'avoir du fond du Jura. Et en fait, moi, il me semble que le plus important, ça serait d'aller les visiter, ces bâtiments. On ne peut pas tous, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont accessibles. Voilà, on se relie par Zoom, mais l'objet, c'est de pouvoir après aller visiter les bâtiments et pouvoir voilà, les éprouver sur place. Et je pense que c'est ça le plus important dans leur paysage, voilà, dans leurs usages, dans tout ce qu'ils peuvent apporter. Donc, je pense que les territoires ruraux vont peut-être voir aussi un certain nombre d'étudiants architectes ou architectes débarquer, une forme de tourisme comme ça. Mais en tout cas, je remercie tout le monde pour sa patience et je remercie aussi Marion et Lucas qui m'ont aidé aussi techniquement et puis toute l'équipe des enseignants et évidemment Pierre Janin pour sa patience et d'avoir répondu à ce qu'on espère un certain nombre de questions. Et on espère vous retrouver pour la conférence de Christophe Aubertin, donc qui aura lieu le 19 avril. okay. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir, merci. Au revoir, Pierre. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.